Chers parlementaires, chers élus, chers membres du corps consulaire, chers membres de la sécurité intérieure, chers présidents, présidentes et membres d'associations, chers partenaires, chers camarades, chers amis, chers Lyonnaises et Lyonnais, bonjour à toutes et tous. C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui en ce début d'année 2025. C'est pour moi la première fois que je prononce mes vœux. Et croyez-moi, j'en ai pourtant écouté un certain nombre. Assez peut-être pour savoir qu'il est traditionnellement d'usage de dire que l'année qui vient est différente des autres et qu'elle nous offre opportunités, accomplissements, émancipation individuelle et collective. Alors je pourrais le dire pour le sens de la formule, sans le croire vraiment, mais celles et ceux qui me connaissent savent que je dis souvent ce que je pense. Et je préfère dire ici le fond de ma pensée. Je pense que l'année qui vient est une année décisive, tant pour répondre aux nombreuses crises que traverse notre pays, que pour en éviter un certain nombre. Et c'est dans l'accomplissement face aux difficultés que nous avons traversées en 2024 que je pense que nous pouvons extraire de quoi aborder 2025 de la meilleure des façons. 2024, vous savez, pour moi, a un goût particulier. Celui d'avoir vu le pays trembler autant que se passionner, craindre autant qu'espérer et finalement résister. Le mois de juin et de juillet 2024 doivent nous rester en mémoire comme une période de mobilisation, d'émulation, de participation populaire rare et précieuse. Et je veux remercier chaque personne qui s'est engagée, des équipes de campagne à l'isoloir, parfois pour la première fois, souvent pour la 10e fois, pour vaincre ensemble le destin macabre que l'on nous avait annoncé. Et grand merci à toutes les personnes qui permettent ces vœux, à l'organisation, aux acteurs associatifs, aux personnes engagées dans les collectifs, à mon équipe et à l'organisation et aux fournisseurs locaux qui permettront d'accompagner ce moment de gourmandise. Alors avant tout, permettez-moi de revenir sur cette année 2024, une année assez difficile pour un certain nombre d'entre nous. Des tensions sociales, une crise du pouvoir d'achat qui touche chaque foyer, des enjeux environnementaux qui deviennent urgents et de plus en plus visibles, une crise politique et institutionnelle impulsée depuis l'Élysée. Mais face à ces défis, nous avons aussi montré notre résilience. Nous, Lyonnaises et Lyonnais, par nos actions, par nos engagements, prouver que nous étions capables de nous soutenir, d'agir ensemble et de défendre, par cette même occasion, les valeurs essentielles. Par notre implication dans les collectifs, dans les associations, nous avons fait vivre la solidarité, l'équité, l'engagement pour la justice sociale, le respect des droits humains et la lutte contre les inégalités. Les vœux se tiennent traditionnellement, et vous le savez, en janvier. Et j'en profite pour rappeler un constat que l'on doit garder à l'esprit. Celui que dans notre pays, dans notre ville, dans nos quartiers, des enfants, des femmes et des hommes vivent et dorment dans le froid. Sans abri, sans chaleur, sans considération. Chaque coin de rue, chaque passage sous un pont, chaque banc de parc deviennent pour eux un lieu de solitude, un lieu où la mort les guette, un lieu où l'humanité semble se dissoudre dans l'indifférence de notre époque. Mais face à cette tragédie silencieuse, il est en nous une force, une lueur d'espoir qui se trouve dans le cœur de ce qu'est l'engagement. Et ce, qu'il soit associatif, politique ou simplement citoyen. C'est cette force qui permet de penser à un autre monde. Car loin d'être résignés, nous refusons d'accepter l'inacceptable. Notre pensée et nos actions ne sont pas guidées par la charité ou par un impératif moral, mais par la dignité collective, la dignité humaine. À Lyon, la solidarité ne se mesure pas à un simple acte de bienveillance, mais à une volonté profonde de faire naître un avenir où chacun et chacune, sans exception, puisse avoir un toit et un avenir à construire. Ça ne devrait pas être un vœu prononcé ce soir, mais une promesse immuable et inconditionnelle. Je tenais à vous remercier, parce que chacune et chacun, vous avez été là pour vous dresser face à cette injustice. Les habitantes et habitants, les collectifs, bénévoles et associations, ce sont toujours vous qui permettez de faire exister l'action politique humaniste partout.
faisant la force de notre ville et apportant soutien et action là où c'est nécessaire. Ce moment me permet de vous annoncer que pour la suite de mon mandat, je serai à l'Assemblée nationale présidente du groupe d'études Pauvreté, Précarité, Non-recours aux droits et Sans-abrisme. Et vous me connaissez, et je vous le dis ici, je compte bien tout faire pour mettre les gestionnaires de cette crise devant leurs responsabilités, celle de leur inaction et du non-respect de la loi. Ainsi, la première chose que j'y ferai sera de convoquer la ministre du Logement pour l'auditionner sur le fait que chaque nuit, 2043 enfants dorment à la rue et que 330 000 personnes sont sans domicile. Et alors, je vous parle de logement en ce début d'année 2025. Nos pensées vont vers nos concitoyens et nos concitoyennes mahoraises et mahorais. Mayotte est encore placée aujourd'hui sous vigilance orange à l'approche d'un nouveau cyclone et toujours absence totale de planification de la part de l'État. Il est temps de prendre conscience que Mayotte n'est pas un territoire lointain. Il est temps de prendre conscience que Mayotte est un morceau de notre République. Derrière ce tableau sombre, il y a un peuple, celui des Mahorais, qui lutte chaque jour pour sa dignité, pour ses droits fondamentaux, pour un avenir juste et égalitaire. À travers cette situation, l'égalité des droits est meurtrie, alors que l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé sont des enjeux complètement dissemblables à ceux que nous connaissons ici. Là-bas comme ici, le constat est simple. L'urgence climatique règne. Catastrophes naturelles, pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution sonore, passoires thermiques. Le peuple français souffre de cette inaction climatique pendant qu'une minorité profite de manière abondante et détruise tout. Mayotte doit enfin vivre selon les principes de la République, l'égalité, la fraternité, la liberté, et non pas sur le papier, mais dans la réalité du quotidien. Les années que nous traversons sont également celles qui semblent permettre le retour des idées réactionnaires, des idées identitaires et individualistes. En France, en Allemagne, en Europe, comme dans le monde, l'extrême droite se nourrit de la peur qu'elle fait naître elle-même par la désinformation et menace nos ambitions de paix. À l'image de la réélection de Donald Trump ou alors celle de Javier Milei en Argentine, partout des leaders autoritaires, des groupes extrémistes, exploitent la confusion pour avancer leurs pires idées. Leur guerre contre toute forme de liberté, contre l'émancipation collective et contre la pensée critique est alors en marche. Comme le passé l'a montré, ils trouveront cependant toujours sur leur passage les partisans de la liberté et de la fraternité. Là où trop de nos concitoyens, de nos concitoyennes sont prises pour cible, nous devons lutter sans relâche contre le déploiement d'un racisme qui vise à nous diviser et à nous affaiblir. La stigmatisation de nos concitoyens, de nos concitoyennes en raison de leur appartenance religieuse, réelle ou supposée, ou alors de leur couleur de peau, n'a pas sa place. Cette phrase paraît peut-être simple et assez quelconque, et pourtant, en l'écoutant bien, nous trouvons en notre chair le contenu même de notre mission. Toujours et partout, ne pas laisser de place et refuser que s'installe la xénophobie et l'horreur. Qu'il s'agisse de l'islamophobie qui gagne du terrain dans nos écrans et dans nos rues, du fléau infâme qu'est l'antisémitisme et toute stigmatisation qui s'opère injustement sur nos concitoyens et concitoyennes du fait de leur religion. La panthéonisation de Marc Bloch, résistant lyonnais dont le combat nous traverse et nous inspire toutes et tous, a montré la nécessité de se rassembler contre le racisme et toutes les formes de discrimination. L'inauguration future d'un mémorial des victimes de la Shoah à Lyon sera également un signal puissant pour ne jamais oublier avec quelle force et abnégation le combat contre le fascisme doit se poursuivre. Je fais le vœu également en 2025 que les crimes homophobes et transphobes soient combattus. Je crois en nous pour parvenir à transmettre et à lutter que chacune et chacun gagne en liberté, en sécurité et en épanouissement en cette nouvelle année. L'année qui s'achève aura bien sûr également été marquée malheureusement par des pertes civiles dans des conflits armés et dans des massacres sans nom.
Par l'humanité qui nous lie et qui nous rassemble, permettez-moi ce soir de penser aux victimes à Gaza, en Ukraine, au Liban et dans d'autres trop nombreux endroits. Exigeons que le droit international soit notre boussole et qu'il s'applique aux responsables de cette guerre et de ces crimes contre l'humanité. Il en dépend de la victoire ou de l'échec de cette dernière. Au niveau national comme international, si les oppressions sont exercées cette année contre de trop nombreux corps, les femmes en sont particulièrement victimes. Que ce soit la dégradation des conditions de vie des femmes en Iran par la perte de quasi toutes les libertés, des attaques états-uniennes contre le droit à l'avortement ou la perpétuation des violences sexistes et sexuelles, l'ennemi est partout. Celui de la pensée théorisée et mise en pratique de la supériorité de l'homme et du patriarcat qui entraîne la violence et la domination des crimes. Alors si ces défis sont nombreux en 2025, souvenons-nous que nous avons su l'année précédente, et je tenais vraiment particulièrement à souligner le courage de Gisèle Pellicot, à qui j'adresse un remerciement infini pour la manière avec laquelle elle a porté la tête haute et le regard ferme la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. L'année qui s'achève a été marquée par des événements climatiques extrêmes, j'en ai parlé notamment sur Mayotte. Des inondations qui ont aussi touché le Rhône, des périodes de chaleur qui ont aussi touché Lyon. Toutes et tous, nous sommes touchés par ces événements climatiques. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire face à cette urgence écologique. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous préparer à l'enchaînement de ces crises et faire en sorte que l'activité humaine n'en soit plus la cause, le moteur, l'amplificateur. Nous avons besoin d'une bifurcation écologique radicale, rapide et ambitieuse qui passe par la planification pour envisager un demain pour nous et pour nos enfants. Cette transition, elle ne peut pas se faire sans nous, sans le peuple, et j'ai confiance en l'année qui s'ouvre, comme plus tard en notre capacité à pouvoir planifier ce changement en mettant en place des politiques publiques orientées vers l'écologie populaire. De notre côté, mes collègues et moi, et j'en vois ici, merci d'être venus, sur le terrain et à l'Assemblée nationale, nous tenterons de vaincre avec détermination et énergie tout ce qui pourra se dresser face à nous. Nous continuerons encore cette année à construire un chemin qui permet de rassembler encore autour d'une vision du monde que nous partageons, celle de la cité humaniste et fraternelle. Mesdames, Messieurs, il nous appartient de choisir quelle société nous voulons. Une société d'inégalité ou une société d'égalité? Une société d'indifférence ou une société de solidarité? Une société où l'individualisme prime ou une société où l'intérêt collectif et l'émancipation guident nos actions? De nombreux facteurs vont dans le bon sens et ne peuvent être oubliés. La solidarité, l'engagement collectif, les luttes populaires s'intensifient. Les régimes antidémocratiques voient leur jour compter. Ces citoyens et citoyennes sont demandeurs de dispositifs de démocratie participative, veulent s'impliquer davantage dans la vie de la cité. Le devoir de mémoire se poursuit encore et entretient la flamme du sacrifice que tant des nôtres ont fait pour que nous puissions un jour prétendre à un parfum d'un monde pacifié, unifié et juste. Chaque action, aussi modeste soit-elle, devient une étincelle qui peu à peu éclaire notre chemin. La jeunesse, porteuse d'espoir et d'idées nouvelles, se lève et refuse l'indifférence. Les voix de celles et ceux qui ont été étouffés par le poids des injustices trouvent enfin le courage de s'exprimer. Ces luttes, ces résiliences tissées de rêves et de révoltes sont le terreau d'un avenir plus lumineux. C'est dans cette union, dans cette quête inlassable pour plus de liberté, d'égalité et de fraternité que réside notre force. Ce n'est pas un monde parfait qui nous attend, mais un monde qui a besoin d'être forgé de nos mains, de nos convictions et de notre humanité. La flamme de l'espoir brûle encore, plus vive que jamais. Louise Michel disait ne pas savoir où se livrera le combat entre le vieux monde et le nouveau, mais promettez d'y être, nous y serons. Belle année 2025.
parole à Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Merci à toi d'être venu, cher Manuel. Mesdames, Messieurs, chère Anaïs, merci de ton invitation. Je salue évidemment les invités, Madame la maire, Monsieur le député, cher Boris, Monsieur le sénateur, Mesdames les consuls, et peut-être les personnes que je ne connais pas et que je n'ai pas identifiées, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, militantes et militants, citoyennes, citoyens, je veux vous dire d'abord mon honneur, mon plaisir, mon bonheur d'être avec vous aujourd'hui et en particulier d'assister à la première cérémonie des vœux de votre nouvelle députée Anaïs Belloassa Chérifi. Anaïs, je la connais depuis longtemps. On a milité ensemble pendant des années et des années. Et ce que je peux vous dire, mais je crois que vous en êtes déjà en quelque sorte convaincus, c'est qu'Anaïs fait partie de cette nouvelle génération qui s'est engagée politiquement avec la France Insoumise à un moment dans lequel les perspectives électorales n'étaient peut-être pas aussi importantes qu'aujourd'hui. Et donc vous pouvez avoir une conviction, c'est que votre députée, c'est d'abord une militante, une députée engagée pour l'intérêt général, quelqu'un qui est dévoué, qui se battra, qui appuiera vos luttes, vos combats, vos mobilisations, qui les relaiera à l'Assemblée nationale. Et je sais qu'elle en a déjà fait la démonstration dans les premiers mois de son mandat. Et vous pouvez compter sur elle. Je vous en fais la promesse, mais vous n'avez pas besoin de ma promesse. Je crois que vous en êtes déjà convaincus pour continuer à mener cette bataille avec elle. Évidemment, on est dans une cérémonie de vœux aujourd'hui. Et dans une cérémonie de vœux, traditionnellement, on se souhaite une bonne année. Je vous la souhaite. Traditionnellement, dans une cérémonie de vœux, on se souhaite une bonne santé. Je vous la souhaite. Traditionnellement, dans une cérémonie de vœux, on espère le bonheur pour chacune et chacun d'entre vous, vos proches et vos familles. Je vous le souhaite évidemment. Mais en tant que militant politique, et je crois que ce que je vais dire résonnera aux yeux et aux oreilles des militants associatifs, des syndicalistes, des personnes engagées qui sont dans cette salle, nous savons qu'il ne suffit pas d'espérer ou de souhaiter quand on veut en particulier transformer la société. Nous savons qu'il faut se battre pour arracher les victoires. Et donc les vœux que je nous fais collectivement pour l'année 2025 sont d'abord des vœux de combat, des vœux de lutte, des vœux de mobilisation, des vœux de détermination. Et vous pourrez compter sur la détermination de votre député et sur la détermination de l'ensemble des députés de la France Insoumise et oserais-je dire des députés du nouveau Front Populaire. J'espère pouvoir parler pour eux à cet instant. Parce que l'année 2025 qui s'ouvre commence malheureusement un petit peu comme l'année 2024 s'est terminée. Avec un président de la République, Emmanuel Macron, qui après avoir perdu les élections européennes, après avoir été largement battu aux élections législatives, continue à s'entêter, à s'accrocher au pouvoir et à refuser qu'une politique différente soit mise en œuvre. Il a refusé, après le résultat des dernières élections législatives, où par votre mobilisation, par une mobilisation importante, décisive, inédite, en particulier de la jeunesse, des catégories populaires, et ça a été le cas ici à Lyon, après cette mobilisation inédite et importante, après la victoire du nouveau Front Populaire aux élections législatives, le président de la République a refusé de nommer une première ministre issue du nouveau Front Populaire et s'est entêté à nommer un responsable politique de son camp, en l'occurrence, je pense, à M. Barnier, pour assurer et garantir la continuité de sa politique. Dans cette bataille que nous avons menée à la fin du dernier trimestre de l'année 2024, nous avons cherché, malgré ce déni de démocratie, à rester fidèles aux engagements que nous avions pris devant les électrices et les électeurs, à porter dans la discussion sur le budget à la fin de l'année dernière des amendements pour faire en sorte d'obtenir un budget plus juste, un budget qui nous permet d'avoir les investissements nécessaires pour le développement de nos services publics, pour lutter pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, pour la transition écologique. Mais nous nous sommes heurtés là aussi à cette incapacité du pouvoir en place à accepter le moindre compromis par rapport à la politique qu'il met en place depuis désormais 7 ans. Et c'est cet entêtement qui a conduit
à la chute du gouvernement de Michel Barnier. Et on aurait peut-être pu espérer que alors le président de la République reconnaisse enfin sa défaite et accepte enfin l'idée que quand les Françaises et les Français votent pour changer de politique, ça doit se traduire effectivement par un changement de politique. Mais malheureusement, vous l'avez vu comme moi, il s'est à nouveau livré à un déni de démocratie en confiant la responsabilité de former un nouveau gouvernement à celui qui sans doute a été l'un de ses premiers soutiens politiques, je pense à M. Bayrou, et ensuite en installant au gouvernement les anciens ministres, premiers ministres, jusqu'à le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, dont je n'ai pas besoin de rappeler ici à quel point les propos qu'il a eus depuis des mois et des mois sont des propos qui s'inscrivent en contradiction totale avec la volonté large qui a été exprimée par les Françaises et les Français lors des dernières élections législatives d'empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir dans notre pays. Et donc on arrive avec cette année 2025 qui s'ouvre avec des perspectives finalement assez proches que la manière avec laquelle s'est terminée l'année 2024. C'est-à-dire un gouvernement qui s'entête dans la même politique. Un gouvernement qui s'apprête à réouvrir une discussion sur le budget à l'Assemblée nationale en disant, par la voix de la ministre des Comptes publics, Madame de Montchalin, qu'il s'agirait de reprendre le budget de M. Barnier, tel qu'il était issu du Sénat, mais en plus d'infliger 10 milliards d'euros de coupes supplémentaires dans ce budget, par rapport à un budget, celui de M. Barnier, qui était déjà évidemment inacceptable. On se prépare aujourd'hui à avoir un gouvernement qui inscrit ses orientations politiques dans la continuité de la politique mise en place dans notre pays depuis maintenant 7 ans. Et donc, je veux dire ici, de manière ferme, de manière franche, et même si je sais les inquiétudes qui peuvent exister dans notre pays ici ou là, parce qu'il n'est pas sain de se dire que l'instabilité politique est sans doute ce qui va encore rythmer notre vie politique pendant les prochains mois, je veux dire à quel point il n'existera pas de bifurcation, de changement politique en mesure de répondre aux urgences du pays avec le gouvernement qui a été mis en place par M. Macron et pas avec le gouvernement qui est dirigé aussi par M. Bayrou. Et que précisément, si on veut être en mesure demain de pouvoir répondre aux problématiques de pouvoir d'achat, de pouvoir répondre aux urgences en matière de développement des services publics, si on veut être en capacité de répondre aux urgences en matière de mal logement, vous en avez parlé tout à l'heure, si on veut être en capacité de faire face à l'urgence climatique et environnementale qui malheureusement semble en quelque sorte mis de côté des urgences politiques et revient par la succession des catastrophes climatiques, alors il faut être en mesure de changer radicalement de politique et pour changer radicalement de politique, d'infliger au gouvernement de M. Bayrou le même sort que le sort qui a été infligé au gouvernement de M. Barnier. Tout simplement. Et je sais, je ne suis pas, et mes collègues aussi, je sais à quel point il peut y avoir dans le pays à la fois une colère très importante par rapport à la politique qui est mise en place, mais aussi parfois des inquiétudes sur qu'est-ce qu'il va se passer demain si nous n'avons pas de budget, surtout quand vous avez une multiplication de campagnes, de fake news, d'affolement, où on a vu une ancienne première ministre de la République nous faire croire que s'il n'y avait pas de budget au 1er janvier de cette année, vos cartes vitales ne fonctionneraient plus. Et donc forcément, un certain nombre de personnes peuvent se dire « mais quand même, il va bien falloir trouver une solution. Il va bien faire en sorte qu'on puisse avoir demain un budget. » Oui, il va bien falloir trouver une solution. Mais il n'y aura pas de solution et il n'y aura pas de budget en matière de répondre aux urgences du pays aujourd'hui avec les mêmes orientations politiques que celles qui ont conduit le pays dans la situation difficile dans laquelle il est aujourd'hui. Et donc, ce que je peux vous dire, et je sais pouvoir parler à ce moment-là, au moins au nom de l'ensemble des députés de la France Insoumise, c'est que la semaine prochaine, lorsque le Premier ministre fera devant l'Assemblée nationale son discours de politique générale, oui, nous déposerons une motion de censure avec l'objectif de faire chuter le gouvernement de M. Bayrou. Et je crois qu'il ne sert à rien dans cette période de semer des illusions, de faire croire en quelque sorte que le gouvernement qui contient en son sein l'ensemble quasiment des ministres qui ont fait la politique d'Emmanuel Macron pourrait faire demain une autre politique.
Je crois qu'il ne sert à rien de faire croire qu'un gouvernement qui est responsable du report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, un gouvernement qui s'est organisé lorsque nous, les parlementaires du Nouveau Front Populaire, il y a quelques mois, nous avons déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour abroger la réforme d'Emmanuel Macron, un gouvernement qui s'est organisé pour nous empêcher de voter, pour bloquer la discussion parlementaire pendant toute la journée, en déposant des amendements d'obstruction. Je crois qu'il ne sert à rien de faire croire qu'un gouvernement responsable d'une telle forfaiture antidémocratique et antisociale pourrait demain décider ou se ranger à l'abrogation de la réforme des retraites qu'il a lui-même constituée. Oui, évidemment, nous voulons arracher et obtenir l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, nous avons une majorité à l'Assemblée nationale pour voter aujourd'hui une telle loi d'abrogation. Mais l'abrogation de la réforme des retraites, mais le budget de justice fiscale et de justice sociale, mais le budget d'investissement dans la transition écologique que nous avons besoin ne viendra pas du gouvernement de François Bayrou, ne viendra pas de Madame Borne comme ministre de l'Éducation nationale, ne viendra pas de Monsieur Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Et donc, ceux qui, à un certain point de vue, font croire ou sèment des illusions, en réalité nous font perdre du temps. Et nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de temps à perdre pour faire face aux problématiques de pouvoir d'achat quand on voit à quel point la pauvreté frappe notre pays aujourd'hui. Nous n'avons pas de temps à perdre pour lutter pour la bifurcation écologique quand on sait que cette semaine, l'Observatoire européen Copernicus disait que l'année qui vient de s'écouler a été le théâtre d'une augmentation à l'échelle mondiale de la température de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire précisément l'objectif qui était le plus ambitieux des accords de Paris. Peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'année dernière, le monde a dépassé les objectifs que s'étaient fixés les puissances lors des accords de Paris, c'est-à-dire limiter la hausse de la température à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Nous n'avons pas de temps à perdre face à cette situation. Nous n'avons pas de temps à perdre pour avoir une politique qui nous permette de faire face enfin à ce grand défi du siècle qui va être le défi de la transition écologique et environnementale. Nous n'avons pas de temps à perdre pour investir dans le développement de nos services publics, pour réparer l'hôpital public qui a été cassé par des années de maltraitance et de sous-financement. Nous n'avons pas de temps à perdre pour sauver l'école publique et faire en sorte que dans chacun de nos établissements scolaires, on ait effectivement des enseignants en face de nos élèves, qu'on ait effectivement des assistantes d'éducation et des personnes accompagnatrices pour les élèves en situation de handicap dans chacune de nos écoles. Et pour cela, ce n'est pas le budget de M. Barnier ou le budget de M. Bayrou qui va permettre d'y faire face. Ce ne sont pas les 4000 suppressions d'emplois qui sont prévues dans le budget de M. Barnier, dans le ministère de l'Éducation nationale, qui vont pouvoir nous permettre d'y faire face. Ils nous font perdre du temps et nous n'avons pas de temps à perdre. Et précisément parce que nous n'avons pas de temps à perdre, et précisément parce que nous pensons, nous, que le pays ne peut pas vivre d'instabilité en instabilité, ne peut pas vivre de gouvernements qui tombent tous les 2 mois et qui sont remplacés par un autre après des longues palabres et des longues négociations qui servent à rien, que le pays ne peut pas encore avoir 3, 4, 5 Michel Barnier avant de pouvoir s'attaquer aux défis qui sont devant lui. Nous considérons aujourd'hui que quand la situation est bloquée dans une démocratie, c'est au peuple de débloquer la situation. Et que l'enjeu aujourd'hui est de revenir devant les électrices et les électeurs pour leur permettre de choisir quel avenir veut choisir le pays demain. Donc j'assume de dire, et c'est un vœu, allez, que je vais me risquer à former pour cette nouvelle année, c'est un vœu que le plus rapidement possible, les Françaises et les Français soient amenés à se prononcer pour choisir demain quel sera leur avenir. Je sais que, y compris sur ce sujet, il peut y avoir parfois des inquiétudes. J'entends parfois des gens qui me disent « mais s'il y a un vote demain, s'il y a une nouvelle élection demain, ah mais l'extrême droite peut s'emparer du pouvoir. » C'est vrai. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà fait la démonstration? Est-ce qu'on n'a pas déjà fait la démonstration lors des dernières élections législatives qu'il y avait dans notre pays, qu'il y avait dans la jeunesse, qu'il y avait dans les catégories populaires, qu'il y avait partout en France
une ressource, une énergie, une motivation, une mobilisation, des capacités, une détermination pour rentrer dans cette grande bataille d'une élection présidentielle et pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir? Est-ce que, alors que 27 sondages sur 27 nous disaient pendant les élections législatives que l'extrême droite sortirait vainqueur des élections législatives, est-ce qu'on n'a pas été en capacité, par notre mobilisation, par notre engagement, par notre détermination, de faire mentir tous les pronostics écrits par avance? Et qu'est-ce qui permet aujourd'hui de dire, parce que oui, ce risque existe, mais comment peut-on penser une minute que la situation serait plus favorable en 2027 si nous n'avions pas été en capacité de montrer une opposition ferme, claire et radicale avec la politique d'Emmanuel Macron, qui serait là le meilleur carburant pour l'extrême droite pour les prochaines élections présidentielles? C'est précisément pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir que nous avons besoin le plus rapidement possible de pouvoir engager cette grande bataille démocratique qui permette aux Françaises et aux Français de choisir entre les projets politiques qui sont devant leurs yeux. Cette grande bataille dont on a montré au moment des élections législatives que nous étions en capacité de la mener, qu'elle permettait d'éclairer aussi la vraie nature de ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui dans notre pays. Vraie nature qu'a rappelé Anaïs tout à l'heure dans son intervention. Vraie nature que cette semaine a encore démontré quand, après le décès et la mort de Jean-Marie Le Pen, l'ensemble des dirigeants du Rassemblement national se sont exprimés en saluant son parcours, en saluant son héritage, en saluant la place qu'il avait prise dans l'histoire de France, sans aucune mise à distance, sans aucune condamnation, alors qu'on parle d'une personne qui a multiplié les condamnations pour incitation à la haine, pour négationnisme, pour racisme, pour antisémitisme. Voilà la vraie nature de l'extrême droite telle qu'elle existe dans notre pays et qui s'est révélée encore cette semaine. Dans une grande bataille comme celle-ci, nous serons en mesure de montrer l'escroquerie que constitue aujourd'hui le Rassemblement national pour les catégories populaires. Le Rassemblement national qui, pendant la discussion budgétaire, quand il s'agissait de dire que pour empêcher l'augmentation des factures d'électricité pour les Françaises et les Français, pour empêcher la suppression des 4000 postes d'enseignants, il fallait par exemple rétablir davantage de justice fiscale et donc rétablir par exemple l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors le Rassemblement national votait contre. Alors le Rassemblement national se rangeait à nouveau du côté des macronistes pour conserver un budget qui était un budget austéritaire. Voilà la réalité, les vraies mesures, les vraies propositions qui sont celles du Rassemblement national et sur lesquelles nous continuerons à alerter, à démasquer la forfaiture et l'hypocrisie. Et nous le ferons encore dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, dans les prochains débats qui auront lieu à l'Assemblée nationale. Oui, j'espère qu'en 2025, nous aurons l'opportunité de changer enfin de politique, d'appliquer enfin un programme qui nous permette d'apporter des réponses aux problématiques que rencontrent les gens au quotidien, d'augmenter enfin le SMIC et les bas salaires parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de vivre dignement dans notre pays quand on est payé au SMIC, de bloquer les prix sur les produits de première nécessité pour être en capacité de faire face à l'inflation qui malheureusement a été galopante depuis des années et des années, d'instaurer et d'introduire enfin la planification écologique et la règle verte pour faire en sorte qu'on ne prenne pas chaque année davantage à la planète que ce qu'elle est capable de régénérer, de rétablir la voix de la France sur la scène internationale, une parole forte, une parole indépendante, une parole qui respecte le droit international, une parole qui défend la paix partout dans le monde. Et je veux dire à quel point l'année dernière nous avons été horrifiés, nous avons été blessés par l'incapacité de la France à faire entendre sa voix pour arrêter le génocide en cours à Gaza, par l'incapacité de la France à refuser les doubles standards qui détruisent peu à peu à l'échelle internationale le principe même du droit international. Non, en France, il n'existe pas d'immunité pour les criminels de guerre. Non, en France, il n'existe pas d'impunité pour les criminels de guerre. En France, quand la Cour pénale internationale délivre un mandat d'arrêt, on le respecte, on l'applique et on s'engage à le faire sans chercher d'excuses, sans chercher de justification à géométrie variable. En France, on respecte le droit international. Ça doit être ça la position de la France et il est temps de la rétablir. Et je ne vais pas prendre tous les sujets.
il y a tant de choses à faire pour notre pays. En tout état de cause, l'année 2025 sera une année de combat, de lutte et de détermination. Je vous invite à vous engager dans les mobilisations qui vont s'organiser partout en France, ici pour défendre nos services publics, là pour défendre nos emplois, là en solidarité avec nos compatriotes de Mayotte qui ont été frappés et à qui je veux dire aujourd'hui notre solidarité, notre soutien et vous engager à participer à l'ensemble des collectes, des campagnes de soutien et de solidarité qui sont organisées partout en France. Ici à rejoindre les collectifs qui se battent, un certain nombre d'entre eux ont pu s'exprimer au début de cet événement. Vous engager à vous mobiliser parce que même si je vous promets que nous, parlementaires, nous ferons tout ce qui est en notre capacité pour faire avancer les combats qui sont les nôtres, il est évident que le changement dans ce pays ne viendra pas que par la voie institutionnelle ou que par la voie politique. Il ne viendra qu'en s'appuyant sur la mobilisation des citoyennes, des citoyens, des associations, des syndicats, de toutes celles et ceux qui se battent et qui aspirent à un monde meilleur. Vous engagez à vous mobiliser, à participer, à rejoindre ces collectifs de lutte et de mobilisation. Vous engagez aussi à préparer les échéances électorales qui, j'en suis certain, auront lieu cette année. Je sais que beaucoup sont venus après la dissolution de l'Assemblée nationale et sont venus nous voir en nous disant « Mais comment on fait pour s'inscrire sur les listes électorales ?» Et à l'époque, nous avions écrit un courrier au Conseil d'État en disant « Vous avez décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, vous devez permettre aux Françaises et aux Français de s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter au moment des élections législatives anticipées. » Et il nous avait été répondu à l'époque qu'il n'était malheureusement plus possible de s'inscrire sur les listes électorales. Alors, si on doit prendre une bonne résolution pour l'année 2025, je vous propose que ce soit d'éviter de se faire avoir 2 fois. Et pour éviter de se faire avoir 2 fois, le mieux, c'est de ne pas attendre ici une dissolution de l'Assemblée nationale, ici une démission du président de la République, pour s'inscrire sur les listes électorales, pour faire en sorte de vérifier que dans notre famille, chez nos amis, nos collègues de travail, tout le monde a bien fait le travail de s'inscrire sur les listes électorales pour ne pas être pris par surprise avec une nouvelle élection qui aurait lieu ici dans 35 jours, ici dans 40 ou dans 50 jours, et à laquelle nous ne serions pas préparés à participer. Inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est le début de l'année, c'est le moment de prendre cette bonne résolution. Vérifiez auprès de vous que tout le monde est inscrit sur les listes électorales, parce que dans une démocratie, quand on est en situation de blocage politique, telle que celle que nous vivons aujourd'hui, c'est au peuple de pouvoir trancher. Et pour que le peuple puisse trancher, il faut qu'il soit en mesure de se prononcer, de voter, de s'exprimer. Et ça passe en France par l'inscription sur les listes électorales. Mesdames, Messieurs, j'avais préparé ma conclusion avant que je sache, je l'ai rencontré tout à l'heure, qu'il y avait Madame la consul d'Irlande, je crois, dans cette salle. Et il se trouve que je vous proposais, pour conclure, de donner la parole à un poète irlandais, Madame, qui, dans la citation, est inscrit sur un monument aux morts dans la commune de Belfast. Et sur ce monument aux morts, on peut lire la phrase suivante. « Ce n'est pas ceux qui frappent le plus, mais ceux qui endurent le plus, qui gagneront à la fin. » Ce n'est pas ceux qui frappent le plus, mais ceux qui endurent le plus qui gagneront à la fin. Et Nelson Mandela disait aussi qu'un gagnant, c'était un rêveur qui n'avait jamais cédé. Alors je vous propose pour l'année 2025 de continuer à rêver, de ne jamais céder et à la fin nous serons les gagnants. Je vous remercie.